Et voilà, donc Maître Monotuka, vous avez eu le temps de lire. Oui. Voilà, donc aussi à partir des réflexions qu'on avait commencé à mener, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oui, alors, dans un premier temps, en fait, bon, je félicite l'auteur de cet ouvrage pour l'avoir, en fait, osé. Et le courage de le faire. Osé de le faire. Oui. Et avec un grand cœur, parce que sa volonté précisément, et celle de voir cette relation humaine martiniquaise épanouie. S'inscrire dans quelque chose épanouie. Donc, et l'épanouissement exige un certain nombre de conditions qui renvoient à la maturité, à la maturité personnelle et à la maturité collective. Bon. Mais pas seulement ça, cela doit se traduire institutionnellement. Et donc, d'où cette ambition aussi qui transparaît, cette volonté en fait de faire évoluer l'institutionnel, tout en disant que l'institutionnel n'est qu'un moyen au service de l'épanouissement. Donc, sur ce point, on est totalement d'accord dans cette intention. Après, ce que j'ai pu considérer à la lecture de cet ouvrage, c'est la fidélité à un certain nombre de concepts qui, selon moi, sont en contradiction avec cette aspiration. Je pense à citoyen. Voilà, c'est ça. Je pense à démocratie. Exact. Et principalement. Et outre, il y a je pense à l'individu. Je pense à... Mais c'est aussi l'individu universel. Non, mais j'entends bien, mais l'individu a sa signification. Je veux dire qu'en fait, un concept n'est pas un autre. Dire un individu, c'est pas dire un être humain. Donc il faut, j'entends bien parce que ce sont des concepts clés qui reviennent, mais pas par hasard. Ce sont des concepts clés qui reviennent parce que nous avons été éduqués dans cet univers-là, et on utilise ces concepts et on ne les interroge pas nécessairement. Alors, moi, par exemple, j'ai déjà des éléments de réponse bien précis. Mais là, par exemple, le concept de citoyen, par exemple. Le concept de citoyen. Voilà. Alors, interrogeons un peu, très rapidement, le concept de citoyen. Voilà un concept, en fait, qu'on nous dit apparaître, et comme la démocratie d'ailleurs, en même temps, en Grèce. Ce sont les Européens, les Blancs, qui ont inventé la citoyenneté, qui ont inventé la démocratie. D'accord. Maintenant, donc nous sommes environ le 5e siècle avant Jésus-Christ, le concept de citoyen, de démocratie. Et voyons c'est quoi un citoyen. Et on découvre en fait qu'un citoyen, par définition, à la naissance même, est un esclavagiste. Mais il faut interroger les concepts. À la naissance même, le citoyen est un esclavagiste. Et c'est très peu, en fait, d'individus. Ce sont des privilégiés du système. Je dis bien d'individus, d'ailleurs. Voilà, ce sont des gens qui se sont proclamés, en fait, comme n'étant pas d'une même nature que les autres. Et donc, une très petite minorité d'êtres humains qui se sont déclarés comme étant des individus, donc des êtres séparés des autres. Et puis la grande majorité est une majorité d'esclaves, institutionnellement désignés comme esclaves, parce que le citoyen c'est un discours en fait institutionnel, c'est une identité juridique, et donc lorsqu'on est citoyen, ça renvoie à un certain nombre de droits, à un statut juridique bien précis. Voilà. Et là, en l'occurrence, le statut juridique en fait de citoyen est exactement le statut juridique de l'esclavagiste, du maître. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas citoyens, et qui, parce qu'ils ne sont pas citoyens, sont des esclaves, les femmes, des êtres en fait dits inférieurs d'une autre nature, les métèques, etc. Voilà voilà l'origine en fait du citoyen. Bon, je crois que là, on n'a pas envie d'être un citoyen. Bon. Et puis, on va un peu plus tard on remonte en fait l'histoire, et puis nous sommes en 1789. 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 1789. Et qu'est-ce qu'on découvre en fait dans cette déclaration qui déclare en fait, donc c'est la France, la Révolution française, les Lumières françaises, 1789, et le citoyen est encore un esclavagiste.
C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en 1789, déclaration des droits de l'homme, et là, ce sont les Noirs, justement, qui sont les esclaves. Hein? Cette déclaration déclare, en fait, la propriété comme sacrée, comme un droit imprescriptible, et la propriété, c'est qui parmi, en fait, je dirais, ces biens qui sont la propriété des citoyens, eh bien, ce sont des êtres humains et ce sont les Noirs. Voilà. Donc, le citoyen, une deuxième fois, 1789, est encore un esclavagiste, un maître. Et puis, après, 1789, première, en fait, monarchie constitutionnelle, 1791, nous sommes en France, hein, puisque nous restons dans cet espace, mais bon, ça vaut aussi pour le reste, en fait, du monde occidental, du monde blanc, parce que ça vient de là. Eh bien, nous sommes en 1791, première monarchie constitutionnelle. Eh bien, là encore, le citoyen est un esclavagiste, hein, première constitution monarchique, voilà, le citoyen est voilà. Et puis nous sommes première république, la République française, première République française, 1793, et là encore, comme par hasard, en fait, le citoyen est un esclavagiste, et puis il a ses esclaves, etc., etc. Donc, alors la question c'est que, eh bien, il est normal, c'est la moindre des choses, en fait, d'interroger avant de se revendiquer, je crois, être citoyen, de se poser la question, mais qu'est-ce que le citoyen? Et en fait, on découvre à l'analyse, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais bon, je le dis de go, à l'analyse, en fait, que parce que, en fait, ceux qui ne sont pas, ces êtres humains qui ne sont pas des esclaves, ont refusé d'être soumis, traités comme des esclaves. Parce que, bon, vous imaginez bien qu'être citoyen est bien mieux qu'être un esclave. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Eh bien, ils se sont révoltés. Et qu'est-ce que les citoyens, la petite minorité de citoyens ont fait sur le plan du droit, sur le plan institutionnel? Ils n'ont pas aboli le système esclavagiste. Ils ont juste dit, eh bien, on va expanser le concept de citoyen. Et la règle du jeu sera que tout le monde sera citoyen, mais la réalité, en fait, la situation d'esclave ou de maître demeure. Autrement dit, le concept de citoyen s'est vu expansé, et donc on n'a pas dit qu'on a aboli le statut d'esclave, ce qui impliquerait l'abolition du statut de maître, donc la disparition du statut du statut de citoyen. On a dit qu'on maintient l'ordre, le système en fait esclavagiste, et on intègre ceux qui ne sont pas des citoyens vont devenir des citoyens. Vous voyez? Donc vous saisissez ce que je veux dire. Et qui fait que quoi? Qui fait que ça, et je terminerai là pour l'instant, ça fait que, eh bien, on a toujours la possibilité d'être maître dans le système dans lequel nous sommes. Même si la majorité se retrouve esclave. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Le curseur maintenant, hein, voilà. Et donc maintenant le citoyen est obligé d'admettre en fait de concevoir qu'on puisse voir en fait des gens très riches et très puissants et puis dominateurs, des maîtres en fait, et puis des très pauvres en fait, etc. Et des dominés qui sont citoyens encore. Voilà. Et c'est ça la subtilité. Et donc c'est pour cette raison que je ne peux pas en fait et je ne valide pas le concept de citoyen. Et puis je dis en fait que lorsqu'un concept est aussi en fait à une telle histoire, je crois que la moindre des choses c'est de l'interroger. Et de manière sérieuse. Et nous en avons la capacité, nous l'avons fait. Alors, ce que je voulais, ce qu'on pourrait réfléchir un peu, c'est que au moment où la France donc accomplit sa révolution, il y a la situation des esclavagés ici, enfin dans les colonies, hein, et la question qui est posée par l'État, enfin ce qui va devenir l'État, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Alors, il y a une catégorie de personnes qui étaient peut-être essentiellement des serfs, donc il y avait une condition servile aussi, mais qui va être érigée à l'état de citoyen. Mais pour les Noirs des colonies, on dit, on les maintient en esclavage. Hein? Oui, donc, on crée dans la France même deux catégories de personnes. La personne qui est censée être citoyenne, donc qu'on investit de valeurs humaines, etc., et l'esclave ou l'esclavagé, hein, et puis avec l'accentuation de son exclusion qui est liée à sa couleur. Alors comment on résout aussi cette contradiction, puisque nous, on nous applique le statut de citoyen depuis quand? Depuis 1848. Alors, depuis qu'on a été, que la révolution anti-esclavagiste a eu lieu, c'est ça?
Ça fait de nous des citoyens oui, français. Oui, alors, les affranchis, les affranchis ont pu bénéficier, parce qu'il y avait une petite minorité d'affranchis, bénéficier du statut de citoyen. Mais comme je vous ai dit, le concept de citoyen, l'institution citoyenne n'implique pas la reconnaissance ontologique de notre qualité d'être humain. C'est pas sa vocation. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pas sa vocation du tout de reconnaître en fait que tous les êtres humains sont des êtres humains. C'est une identité autre. Et donc ce qui fait que l'affranchi, alors qu'il était citoyen, était un être toujours inférieur. Voilà, vous voyez, donc c'est des concepts différents. Et en 1848, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'abolit pas le statut, le code noir, on n'abolit pas l'ordre esclavagiste, qui implique pour nous le statut d'esclave, de meuble et d'affranchi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne fait que réformer fortement, mais que réformer le code noir, à savoir que il n'est pas abrogé. On abolit le statut d'esclave et de meuble, donc un noir ne peut pas être un meuble, un noir ne peut plus être un esclave, mais on généralise le statut d'affranchi. Et le statut d'affranchi demeure précisément ce statut d'être inférieur. Donc, citoyen certes, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà, qui est l'assimilation juridique et que nous sommes... Donc nous sommes des affranchis et pas des citoyens. Alors, est-ce que... Donc, si nous sommes des citoyens, mais pas des affranchis, mais nous ne sommes pas des êtres humains, nous ne sommes pas institués comme étant des êtres humains. On va y revenir tout à l'heure, parce que la chose est mais très, la très, question, très puisque si je suis donc l'analyse, ça signifie que en instituant les Français comme citoyens et en maintenant les esclavagés dans l'état d'esclavage, ça signifie que, puisque un citoyen c'est quelqu'un qui, vous dites, a la capacité d'être, enfin, en tout cas, de manière tout à fait potentielle, d'être un maître. Absolument. Donc ça signifie que tous les Français sont érigés en maîtres sur oui, ça c'est clair. Surtout ceux que nous sommes dans toutes les colonies. Nous sommes donc des propriétés où nous sommes à côté d'esclavagistes potentiels. Oui, absolument. Autrement dit, et là, ça me permet donc, pour pouvoir bien expliquer ça, de montrer en fait quelles sont les deux matrices juridiques, deux systèmes juridiques possibles. Deux, il n'y en a pas trois. Il y a la matrice juridique qui reconnaît la filialité, autrement dit, qui reconnaît ce que la science dit et clairement, et que personne ne peut contester tellement c'est évident, c'est que tous les êtres humains ont un lien filial. Autrement dit, et ça renvoie au concept de famille, nous formons une même famille. Il n'y a aucun être humain qui puisse ne pas être de la même famille qu'un autre être humain, quelle que soit en fait la distance que l'on peut... Voilà, d'accord? Donc, voilà en fait les deux types de relations qui existent. La relation filiale et la relation non filiale entre les êtres humains. Lorsque vous dites « Monsieur, mademoiselle, pas famille moins », ou bien on dit « Monsieur, mademoiselle, c'est famille moins ». Voilà les deux types de relations possibles. Et voilà les deux types de sociétés possibles. Soit on traduit en normativité la première relation, la filialité, soit on traduit en normativité la deuxième, l'infilialité. Alors, vous imaginez bien, et vous avez bien compris qu'en fait que pour pouvoir instituer le système esclavagiste, il faut nécessairement en fait imposer l'infilialité. Voilà. Donc en fait, un esclave ou tous ceux en fait qui ne sont pas en fait je dirais dans la relation filiale juridiquement, eh bien l'esclave par exemple en fait est nécessairement un être exclu de la filialité. Donc exclu de la relation filiale, qui est une relation bien particulière. Lorsque nous disons en fait à quelqu'un ou bien on entend quelqu'un d'autre dire en fait si c'était même famille ou pas que jamais fait ça, nous savons à quoi ça renvoie. La relation filiale qui exclut ce type d'attitude, de comportement, et puis la relation infiliale qui est celle en fait exposée. Alors, dans notre civilisation, la civilisation noire, eh bien, qui est la civilisation originelle et ce qui se comprend, puisque on est dans notre civilisation lorsque on est dans l'institutionnalisation de la filialité. Donc le concept, à la place du concept de nation, qui est un concept en fait occidental et qui renvoie à une quantité d'individus, il y a ce qui
dans la civilisation noire, en fait, en constitue la structure fondamentale, qui est la famille. Donc, autrement dit, à la nation, la civilisation noire renvoie la famille. Et tous les êtres humains dans la civilisation noire, dans l'organisation sociale, qu'ils soient 20, 30, etc., tous sont éduqués dans la conscience de la filialité. Et c'est ce qui est institué. D'accord? Et ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que lorsqu'on est dans notre civilisation, il y a 30 élèves ou 50, etc., et on pose la question à un ou une de ces élèves, qui est membre de sa famille? Tout le monde va regarder, il va dire, mais tout le monde est membre de ma famille. Par contre, lorsqu'on est dans la nation, et là, c'est pas la filialité, c'est l'infilialité. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien là, on tombe dans ce que j'appelle la famille dégénérée, à savoir que... Et dans le biologique. Dans le biologique, nécessairement, exactement. C'est ça. Absolument. Et on revient à quoi? Cette notion que l'on retrouve dans le code civil, la famille nucléaire, papa, maman, etc., puis on peut remonter, etc., c'est terminé. Ça veut dire quoi, en fait? Dans une civilisation, dans la filialité, 100% des êtres humains sont de ma famille. Dans l'autre, 99,99% d'un coup n'est plus de ma famille. Et quelle est la relation qui est instituée dans l'infilialité? Nous savons la relation de l'infilialité, c'est quoi? C'est précisément la relation de l'indifférence et de l'hostilité. Voilà. Je suis autorisé, lorsque juridiquement on me dit que je ne suis pas de la famille de l'autre, on m'autorise en fait à prédater. À en faire mon esclave. Voilà, vous avez saisi. Alors, ce qui m'intéressait dans la question, je pense que c'est bien de clarifier pour nos téléspectateurs, c'est le fait que nous avons pris l'habitude de considérer que nous sommes un département, que notre identité de papier constitue une identité qui n'est plus... Elle est réelle. Hein. Les gens se la sont appropriés de façon à se construire autour de l'idée qu'ils sont français et ils revendiquent haut et fort leur francité. Mais si on prend effectivement l'évolution de notre rapport à la citoyenneté, au peuple français, on se rend compte que c'est la question que j'ai posée. Hein. Ça signifie que, très objectivement, chaque Français qui est censé être de ma famille est en fait un esclavagiste potentiel pour moi, qui ne me considère pas. Et d'ailleurs, on retrouve cette relation dans le quotidien. Parce que le racisme, c'est la démonstration au quotidien que tu ne fais pas partie de moi. Absolument. Tu n'es pas de mon monde, pas de mon univers. Et tous les jours, on lit sur Facebook, malheureusement, des histoires comme ça. Donc, pour moi, c'est important qu'on comprenne bien, justement, pas seulement dans l'usage des concepts, mais il faut bien sûr les interroger, mais dans sa pratique, mais ce qui découle logiquement de ma construction identitaire, j'ai besoin de savoir ça. Et j'ai besoin de savoir, sans qu'on m'accuse d'être raciste ou de ne pas accepter d'être dans un monde aussi prestigieux, d'avoir une identité de papier aussi prestigieuse. Et il y a peut-être quelque chose de plus important, de plus fondamental pour moi que de dire je suis française et de dire la France me prête sa nationalité et du coup, elle me donne une importance extraordinaire, ou bien que j'ai une identité de papier dont je devrais me contenter et être fière parce que au fond, je ne suis rien. Absolument. Puisque je suis l'esclave de chacun. Chaque Français. Absolument. Et l'esclave qui est resté dans un statut, si on ne l'a pas, je veux dire, sur le plan juridique, retranscrit de cette manière-là, mais dans les inconscients, dans les imaginaires, dans les rapports qui révèlent au fond la vraie relation que l'autre entretient avec nous, on retrouve les traces de ce que vous appelez l'infilialité. Oui, mais je dis, excuse-moi Juliette, je dis qu'en fait que l'infilialité est instituée. Le monde occidental, le modèle est institué. Oui, mais pour pouvoir instituer l'infilialité, il fallut en fait ne pas instituer l'identité humaine. C'est ça. Voilà, parce qu'un être humain, nécessairement, parce qu'il est être humain, s'inscrit dans la filialité. Donc on ne peut pas donner institutionnellement une identité à des êtres humains et dire que l'identité qu'on lui donne, c'est l'identité d'être humain, et puis en même temps, on lui apprend à l'école, partout, ce mensonge, depuis le bas âge, que l'autre n'est pas de sa famille. Et le concept de famille, par conséquent, dans le monde occidental, est un concept, en fait, dégénéré, un concept mensonger. Parce que le concept de famille... il est réduit à quelque chose de biologique. Mais c'est ça, c'est un concept dégénéré. C'est parce que le concept... C'est l'humain qui... Nécessairement, parce que le concept de famille qui acte, en fait, de la filialité, nécessairement, ne peut être, en fait, qu'un concept qui englobe la totalité de l'humanité.
la totalité des êtres humains. Oui, mais ça correspond à un projet de toute façon. Donc, c'est un projet. Voilà. Et justement, par rapport à ce que tu disais, il faut comprendre une chose, et je le disais tout à l'heure, soit on est institué être humain, et donc par conséquent, tout le monde apprend à l'école, en fait, la filialité, que nous sommes d'une même famille, donc le concept, voilà. Et donc, ce qui exclut la relation est filiale, autrement dit, voilà. Est-ce qu'en supprimant le mot race de la Constitution, on est en train d'essayer d'aller vers quelque chose de comme ça? Non, ça c'est une subtilité, une grosse manipulation, je m'explique. On ne peut pas, en fait, croire, en fait, que... Parce que qu'est-ce qui caractérise le concept de race? Le concept de race n'est rien d'autre que l'effet de l'infilialité. D'accord? Comme, en fait, la famille dégénérée. N'est qu'un effet. Autrement dit, si, en fait, on n'abolit pas l'infilialité, et puis on enlève la relation demeure, et puis on reste là toujours des esclaves, en fait, sans le savoir. Le signifiant et le signifié. On garde le signifiant, et le signifié s'en va et puis a disparu, etc. C'est ça. C'est comme, voilà. Donc, un peu comme durant la deuxième moitié du XIXe siècle, après 1848, abolition du statut de meuble et d'esclave, et donc nos élus et les hommes politiques français utilisaient spontanément dans leur discours qu'ils disaient clairement en fait qu'on avait le statut d'affranchi, c'est le code noir, etc. Tu vois, toute la moitié du 19e siècle, deuxième moitié, début 20e. Et puis, au fur et à mesure, comme c'est devenu en fait, le signifiant va disparaître, et puis la réalité va prendre d'autres noms, l'assimilation. Avec toujours en fait cette clairvoyance que l'assimilation est une imposture, parce que c'est une négation de l'humanité, mais en même temps, on ne parle plus du code noir, etc. D'où, en fait, cette démonstration que j'ai pu faire, montrant, en fait, que le statut d'affranchi est l'assimilation juridique, etc. Donc, c'est pour vous dire, en fait, tu as tout à fait raison, on enlève le signifiant, et puis le signifié, en fait, est là, etc., mais demeure toujours. On ne pose plus un mot sur une réalité que l'on continue à vivre et qu'on continue à subir. Oui, donc, on dit, il ne faut pas parler de race. Voilà. Il ne faut pas parler de ci, il ne faut pas parler de ça. Donc on est dans un monde qui est totalement édulcoré de manière qui est structuré de manière très très artificielle. On vit, on baigne, on nage dans la virtualité et nos gens intériorisent tellement ces notions creuses et virtuelles que nous finissons par exister véritablement à donner corps à cette virtualité, c'est-à-dire à devenir des êtres totalement fantoches. Donc je voulais poser à Monsieur Jean-Marie la question, puisque dans sa première... Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous parlons de l'ouvrage de Monsieur Jean-Marie Grantier, Grand l'Esprit. Voilà, il l'a montré, donc affiché à l'écran. Parce que oui, vous en avez beaucoup parlé en faisant donc un état des lieux historique. Qu'est-ce que vous entendiez par l'état de citoyenneté? Quand vous dites chaque citoyen doit avoir la possibilité d'apporter sa contribution à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des réalisations de l'équipe. Bon, l'équipe c'est nous. Il est investi donc vous le voyez investi de beaucoup de compétences qu'il faut rendre effectives, simplement. Oui. Alors, plusieurs choses par rapport à ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, alors je suis peut-être dans la virtualité, mais je ne me considère pas comme un esclave ou comme un affranchi. Je me considère comme un être humain, comme faisant partie d'une communauté, qui est la communauté martiniquaise, qui aujourd'hui institutionnellement fait partie de l'État français. Je voulais demander à Madame Valentin, qu'est-ce que tout alors ça justement, en écoutant Monsieur Jean-Marie, je suis quand même un petit peu inquiet parce qu'il veut se mettre en position d'acteur de la société. Alors que on comprend bien qu'on est dans une société où on est soumis au diktat d'une société, c'est-à-dire que le projet social, c'est pas nous qui le menons, c'est pas nous qui décidons. Nous n'avons pas d'institution à notre service pour dire, bon voilà, dans nos écoles martiniquaises, nous allons apprendre à nos enfants ça. Nous allons leur apprendre comment se prendre en charge dans un esprit familial, filial, de filiation. Nous n'avons pas, effectivement, leur apprendre le sens de la liberté, parce qu'effectivement, se prendre en charge
c'est avoir conscience de la compréhension du sens de la liberté. Mais ça, nous ne l'avons pas. Et puis se prendre en charge pour faire quoi? Tout le système. Parce que tout compte fait, le système est verrouillé. Il est verrouillé et c'est pas notre projet. On vit dans le projet d'une autre société. Et on ne veut pas que vous en ayez un. Que nous ayons un projet. Donc, on est pratiquement dans un cercle vicieux, pratiquement. Parce que on nous dit, il faut que vous soyez des individus responsables, conscients, que vous soyez dans une dynamique pour faire évoluer votre société, mais la société ne vous appartient pas. Et ça n'est que de l'ordre du discours, voilà, finalement. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans cette forme de virtualité où, effectivement, on a toujours l'impression qu'on n'a pas prise. On n'a pas prise sur la réalité. Le réel, oui, tout à fait. Donc, automatiquement, l'individu, et c'est à ce moment quand vous dites que vous êtes dans une approche de l'individuation de la personne autonome, mais effectivement, quand vous voyez, si on fait un petit rappel historique, quand on est sorti de l'esclavage, 1848, jusqu'à 1870, même je pourrais même dire jusqu'à 1900, la guerre, jusqu'à la guerre 45. Où les gens étaient dans une dynamique de responsabilisation, dans une dynamique où effectivement la filiation fonctionnait, où les gens fonctionnaient selon un paradigme. Et c'était quel paradigme celui-là? C'était le paradigme africain, c'est-à-dire que tous les Africains sortis de l'esclavage ont prolongé leur paradigme civilisationnel jusque pratiquement à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Des années 60. Où, effectivement, il y avait ce groupe. Les gens travaillaient en groupe. Les gens vivaient en groupe. Ils construisaient en groupe. Ils construisaient en famille. Tout se faisait en famille. Ils criaient. Oui. Et il y avait une prospérité. Les gens disaient que les gens étaient pauvres. C'était pas vrai. Qui est-ce qui était pauvre? C'était les gens des bourgs. C'était les gens qui étaient dans l'insalubrité dans les bourgs. L'insalubrité n'était pas dans les campagnes. Une société d'assimilation, c'est quand même... la lecture que je fais de notre histoire, c'est que c'était une demande. C'était une demande forte. Mais de qui? Donc c'était quand même une demande et j'ai l'impression que c'était une demande consensuelle. Non, c'est pas si consensuel. Attendez. Donc, je vous dis la lecture que je fais de l'histoire. J'ai l'impression que c'était cette assimilation-là, cet élan-là, cette volonté d'être justement citoyen à part entière et pas citoyen de seconde zone. A été, selon ce que moi j'ai compris de notre histoire, des moteurs justement de notre peuple et qui, en fait, s'est traduit par des engagements dans les deux guerres mondiales aussi, parce que ça fallait faire partie de la famille française. Il fallait avoir un rang. Voilà l'impression que j'ai. Si effectivement le reste de la population martiniquaise, du peuple martiniquais, enfin on sait même plus ce qu'il faut dire, le reste du peuple martiniquais a suivi, si on peut dire, les mouvements assimilationnistes qui se sont affirmés au début du XXe siècle, etc. On peut dire que ils ont été pris par, si on peut dire, le chant des sirènes de l'assimilation, en leur disant oui, l'assimilation va vous apporter ci, etc. Vous aurez un bien-être, etc., matériel, etc. Mais qui faisait disparaître ce bien-être social qu'ils vivaient dans le cadre de l'affiliation, qu'ils vivaient dans le cadre de leur civilisation. Donc c'était là qu'il y a eu un conflit de civilisation qui s'est joué pratiquement qui se joue toujours entre 1800, on pourrait dire, disons, entre fin de 1870, les premières années de 1900, et qui s'est concrétisé avec l'assimilation de 1946. Ce qui veut donc dire que toute la première partie du XXe siècle a été un miroir aux alouettes, présenté au reste du peuple qui voulait prendre ses responsabilités, vivre comme elle voulait vivre, comme elle voulait le faire, selon sa civilisation martiniquaise africaine, avec ce paradigme africain, ce paradigme de la filiation dont parlait monsieur Monotuka, et justement ce paradigme de cette citoyenneté
occidentale qui faisait justement qu'on avait toujours deux camps qui sont pratiquement opposés, mais dont l'un, c'est-à-dire celui qui, le petit peuple, le bas peuple, qui croyait qu'elle entrait dans une dynamique, qu'elle était considérée comme les autres. Mais tout compte fait, c'était vraiment un miroir aux alouettes. Ce qui veut donc dire que lorsque vous me dites que vous êtes un citoyen, un citoyen lambda qui veut, c'est d'ailleurs la question que je vous ai posée la dernière fois à la fin quand vous dites citoyen, je ne comprends pas. Le mot citoyen dans votre bouche, je n'arrive pas à l'expliquer. Et Monsieur Monotuka vous a fait expliquer exactement le sens du mot citoyen. Ce qui veut donc dire que si vous parlez de citoyen et que vous voulez avoir une actuation dans cette société en tant que personne responsable, parce que c'est ce que vous appelez à la responsabilité, à la créativité, à l'estime de soi, mais vous êtes dans une société qui vous dit, mais vous ne comptez pour rien, vous comptez pour du beurre. Donc automatiquement, il y a un conflit, les gens sont déchirés. Vous êtes dans un conflit à la fois interne et externe, parce que non seulement les conditions ne sont pas réunies pour que vous ayez confiance en vous, mais on ne vous laisse aucun espace d'épanouissement.